Bonjour à tous, c'est Guillaume pour PokerStrategy.com et aujourd'hui je me propose de vous synchroniser une vidéo en fixe limite assez particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo de Kobe Hart qui est vraiment la sommité du FL de la communauté germanophone et de tout PS au final, dans la mesure où c'est un joueur qui normalement propose des vidéos en FL Heads Up 100-200 et qui a eu la gentillesse de se lancer dans une série de revues de session en micro stakes. Donc il a demandé dans les forums bronze à un certain nombre de joueurs de FL Micro de lui donner un certain nombre de mains, qui se propose maintenant d'analyser pour essayer de détecter tous les leaks, etc. Et donc je pense que ça va vraiment être intéressant pour tous ceux d'entre vous qui éventuellement ont un peu de mal à dépasser les petites limites. Donc là on a vraiment du content livré par un joueur qui est comme vous, soit un peu abonné au microstake, soit qui vient de débuter, et on a un coach qui lui a une connaissance extrêmement profonde du FL puisqu'il est passé par toutes ses limites, les a battues pour réussir finalement à être un joueur gagnant en 100-200. Voilà, je pense qu'il y a bon nombre d'entre vous qui vont réussir à se retrouver un petit peu dans les situations proposées, dans les stats et éventuellement pouvoir tirer un avis applicable immédiatement à leur propre jeu. Avant de passer en mode revue de session, le poker stratège qui m'a fait parvenir ses mains m'a également fait parvenir une feuille de statistiques qu'on va repasser ensemble. Donc vous pouvez voir que le BB par 100 est vraiment très élevé. Je suis d'ailleurs pas vraiment certain que sur le long terme il va réussir à maintenir ça. Mais bon, après tout c'est pas non plus complètement impossible. Peut-être que c'est vraiment extrêmement fishy en short-handed au micro stakes. Le VPIP suit bien l'évolution des positions. Ceci dit, il me semble quand même bien faible au BB. 28% au Big Blind me semble quand même vraiment très tight. Mais bon, je voudrais pas trop m'avancer non plus. C'est peut-être tout simplement dû à la table de main de départ débutant. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même une valeur statistique assez inhabituelle. Du moins, ça le serait chez les adversaires face auxquels je suis normalement confronté. Bon, les calls face aux open race, c'est sans doute les call calls. Bon, apparemment, il en fait une fois de temps en temps depuis le small blind et vraiment très rarement depuis les autres positions. Et au big blind, il en fait parfois, ce qui est assez normal. En revanche, il a la même stat de VPIP et de call call, ce qui semble indiquer qu'il fait jamais de 3 bêtes depuis le big blind. Puisque s'il a le même VPIP que call call, il reste plus trop de place pour les 3 bêtes. Mais on peut voir qu'en bas, il a 11% de 3 bêtes, donc c'est bizarre. Bon, après ça, on a le PFR, donc 25% depuis le small blind. On va plutôt regarder le raise first in parce que c'est un peu plus pertinent, parce que ça indique comment le joueur se comporte lorsqu'il est le premier à parler, parce que tous les autres se sont couchés avant. Donc là, ce sont des stats assez solides. J'ai vraiment pas grand chose à redire. Bon, au button, on pourrait sans doute être un peu plus loose encore que ces 41%, mais en dehors de ça, c'est vraiment tout à fait correct. Bon, depuis le small blind, faut quand même faire attention à ne pas devenir trop loose, en particulier aux micro stakes, où l'avantage procuré par l'initiative n'est pas non plus énorme. Il faut pas oublier que depuis le small blind, on va quand même se retrouver régulièrement dans des situations assez délicates à jouer, en particulier parce qu'on sera hors position à chaque fois que le bébé va décider de suivre. Donc ouais, faut voir si 69% c'est pas un peu trop élevé quand même. Tandis qu'en revanche, je vais trouver l'open race button éventuellement un peu trop faible et cut-off également au final. Le reste, pas grand chose à redire. Bon, allez, MP, on pourrait éventuellement. Non, non, c'est bon, c'est bon. MP, c'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon quand même. Un joueur qui a ses limites, a ses valeurs de relance first in, c'est assez clairement une bonne chose à des tables short-handed. Et au final, sans doute également à des tables full ring. Donc les 3 bêtes, 8% depuis MP et seulement 5% depuis le cutoff. Bon, on va dire que c'est en raison de la taille de base de données qui fait qu'il est mathématiquement possible qu'il ait tout simplement eu moins de bonnes mains depuis le cutoff que depuis MP. En revanche, un 3 bêtes plus élevé au button qu'au SB, ça ne me semble pas normal. Parce que dans la mesure où on a déjà investi de la dead money depuis le small blind, on peut opter pour un éventail de 3 bêtes un peu plus loose que depuis le button. Parce que cela fait que notre 3 bêtes devient moins coûteux du fait de l'argent déjà investi. Bon, bien sûr, on a le gros inconvénient d'être hors position, mais il n'empêche que l'éventail de 3 bêtes devrait être un tout petit peu plus large au SB. D'autant plus qu'on va généralement être confronté à un éventail d'open raise également plus large, parce que lorsqu'on est au small blind et que l'adversaire a fait un open raise depuis le button, son éventail va être nettement plus large que si on est au button et lui au MP. Donc ça semble assez logique, hein, puisque son éventail d'open raise est plus tight depuis MP, notre éventail de 3 bêtes face à cet éventail devrait également être plus tight. En revanche, sachant que les éventails d'open raise du button vont tourner aux alentours de 40-50%, on peut évidemment sur-relancer plus. 11% depuis le big blind.
Bon, ça c'est un peu une question de goût, le nombre de 3 bêtes qu'on va décider de faire depuis le Big Blind. Apparemment, lui, il fait des 3 bêtes avec les 11% du haut, et j'ai pas grand chose à redire à cela. Bon, le fold to 3 bêtes, 3%. En fixe limite, c'est vraiment une stat qui devrait être de 0%. Ouais, normalement, vous devriez jamais vous coucher face aux 3 bêtes, et cette stat devrait être de 0%. Bon, évidemment, je parle des situations où vous avez fait un open raise et être confronté à un 3 bet. Vous avez déjà investi 2 small bets et en principe, vous ne devriez jamais vous coucher pour un small bet supplémentaire. Donc ouais, je sais pas ce que ces 3% signifient. Il a peut-être fait un ou deux misclicks ou bien, je sais pas. Il a fait un open raise avec As-2 off depuis le button et il y a eu un 3 bet du small blind et éventuellement un call du big blind. Après quoi, il s'est dit qu'As-2 était pas une main suffisamment forte en multi-way pour pouvoir la jouer. Vous voyez ce genre de situation. Mais je vous recommande vraiment de ne jamais vous coucher face à un 3-bet lorsque vous avez fait un open race. Et ce, même si vous êtes confronté à un adversaire extrêmement passif qui fait très peu de 3-bet, on va vraiment toujours avoir la cote pour pouvoir suivre. Sauf lorsque vous pouvez être sûr et certain que votre adversaire n'aura que les As dans cette situation. Et que vous avez vous-même une main comme As-2. Et être donc certain que votre adversaire ne peut avoir que les As et les Rois. Ouais, même quand il a les Rois, vous êtes déjà tenu de suivre. Donc il faut que vous soyez sûr qu'il est As-As ou As-Roi pour pouvoir trouver un fold. Bon, il paraît qu'il ne faut jamais dire jamais, donc je vais pas dire qu'il faut jamais se coucher face aux 3 bêtes, mais c'est vraiment extrêmement faible et il vous faut vraiment avoir des reads extrêmement précis sur votre adversaire, vous indiquant qu'il va avoir un éventail de 3 bêtes vraiment extrêmement resserré pour que vous puissiez vous coucher après avoir fait un open race et être confronté à un 3 bêtes. Bon, son fold to 4 bêtes est à 0%, ce qui, ouais, c'est assez normal. Même s'il y a quand même quelques situations où je vais opter pour un fold face à un cap. Donc mettons que je suis au button et que je fais un open raise avec roi 7 offsuit. Bon, je sais pas si c'est une main inscrite dans l'open raising chart, mais c'est quand même une main que je vais relancer de temps en temps au button. Et donc ouais, si derrière moi il y a un 3 bet puis un cap, alors je pense que je pourrais sans doute trouver un fold. De la même façon, si je fais un open raise et un under gun avec As-10 off, et je suis confronté à un 3 bet de MP et un cap du cutoff, alors je trouverai sans doute un fold avec As-10 parce que c'est une main qui sera alors très souvent dominée. 15% de 4 bêtes, ça me semble vraiment très élevé. Je serais assez intéressé de savoir à quoi c'est dû parce que son éventail de 4 bêtes qui s'élève à 3% me semble nettement plus raisonnable. Mais en revanche, 15% de 4 bêtes, bon, je sais pas trop comment cette statistique est constituée. 39% de style. Il s'agit d'une stat constituée par les open race first in, du cutoff, du button et du small blind. Donc voilà, on est déjà passé dessus, elles sont relativement normales. Donc on va plutôt regarder comment il réagit face au style. Depuis le USB, il se couche dans 78% des cas, 2% de call et 20% de 3 bêtes. Bon, comme je l'ai déjà dit, on peut éventuellement faire un peu plus de 3 bêtes depuis le small blind. Et depuis le big blind, ouais, j'aurais tendance à me coucher un peu moins face au style et à faire un peu plus de call. Bon, bien entendu, ça va vous amener dans des situations un peu plus compliquées lorsque vous vous retrouvez comme ça hors position et sans initiative post-flop, mais au final c'est comme ça qu'on évolue. Vous voyez, vous rajoutez une à une des mains à votre éventail de call depuis le bébé et vous regardez un petit peu comment elles se comportent. Éventuellement, vous optez pour un bluff occasionnel sur un tableau qui s'y prête bien et puis vous essayez de voir un peu également comment jouer dans ces situations lorsque vous avez une showdown value marginale, etc. Donc venons-en au stats post-flop. Ces stats d'agressivité sont de 3,8 au total, 3,7 sur le flop, 3,8 sur le turn et 3,9 sur la river. Je les trouve toutes vraiment très élevées. Bon, une petite règle générale sur laquelle on peut se baser, c'est que l'agressivité sur le flop devrait être supérieure à celle sur le turn et celle sur le turn supérieure à celle sur la river. Et qu'aucune de ces stats ne devrait dépasser 3.0. Bon, c'est une règle générale, donc bien entendu, il y a toujours des exceptions. Et puis je dois avouer que j'ai pas non plus une idée vraiment très précise des types d'adversaires auxquels vous êtes confrontés au micro stakes. S'il s'agit uniquement de joueurs extrêmement passifs, ce qui implique que c'est toujours nous qui misons et jamais les adversaires, alors c'est clair qu'on va avoir des stats d'agression assez élevés. Euh, Fréquence d'agressivité, bon c'est pareil, c'est un peu trop élevé à mon goût. En particulier sur la river où je pense pas que 66% soit une bonne chose. Pareil sur le turn 69, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Sur le flop c'est un peu limite. Bon, ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment un style extrêmement agressif et je pense que c'est trop agressif. Faut pas oublier que l'option call est parfois la bonne option. On n'est pas tenu de toujours bet fold, on n'est pas tenu de toujours check fold ou check raise. On peut également de temps en temps opter pour un check call. Être extrêmement agressif juste pour être agressif me semble pas vraiment être une bonne idée.
Là on peut voir en revanche que son check raise flop est vraiment faible pour un joueur qui a 3 sets d'agression. Mais ça semble surtout indiquer au final qu'il joue presque systématiquement avec l'initiative, ce qui semble assez concordant avec ce qu'on a pu établir dans son comportement face au style, où on voit que son pourcentage de défense passive est quand même bien faible par rapport à son pourcentage de 3 bêtes. 16% de 3 bêtes du bébé face à un style c'est vraiment élevé, et donc ça implique qu'il va souvent avoir l'initiative, et va donc plus souvent être en situation de conti-bet. On peut voir qu'il a 98% sur le flop et 94% sur le turn, ce qui me semble vraiment trop élevé, mais bon on y reviendra tout à l'heure. Donc check raise turn 7%, c'est pareil, je trouve que c'est assez faible. 5% sur la river en revanche, ça me semble ok. Il n'y a pas tant de situations que ça sur la river où on peut opter pour un check raise. Mais sur le turn, bon 7% c'est pas non plus trop mal. Il y a des joueurs qui ont encore moins. Personnellement, je chercherais plutôt à tourner aux alentours de 10%. Ouais, peut-être juste en dessous des 10. Quelque part entre 8 et 10. 7% ça me semble un peu trop peu. Bon, sur le flop c'est pareil. Je préfère faire plus de check raise que 17%. Mais encore une fois, c'est lié au fait que je vais faire plus de défense du bébé passive. Mais j'aurais quand même tendance à viser plus les 20%. 25% est également envisageable. Auteur-Kopf monte jusqu'à 35%. Et personnellement, j'ai également plus de 30%. Mais bon, pour avoir de tels stats de check raise, il faut quand même avoir de bonnes qualités de lecture de main. Et savoir bien faire le lien entre l'éventail adverse et la texture du tableau. Et donc pouvoir se dire, ok, sur ce tableau-là, l'éventail de main de mon adversaire va rarement lui permettre d'avoir touché quoi que ce soit, ce qui me permet d'avoir une grosse fold equity et donc de faire des bluffs agressifs. Et ça, c'est quelque chose qu'un débutant ne sait pas forcément faire, donc je vous le déconseille dans un premier temps. 96% de bêtes en position lorsque l'adversaire ne place pas son continuation bet, ça semble vraiment indiquer que pour toi c'est une mise automatique dans cette situation, du moins sur le flop, et on peut voir que sur le turn et la river, t'optes également souvent pour un bet dans ces situations. Bon, ça pourrait bien ne pas être une erreur, ça va dépendre un peu des adversaires, mais on reste quand même assez loin de l'approche théorique optimale, qui va quand même sans doute recommander un éventail de bêtes nettement plus resserré dans ces situations. Mais bon, c'est vrai que si vous êtes confronté à des adversaires qui sont bien weak et vont dans l'ensemble jouer leurs mains de manière extrêmement prévisible, c'est-à-dire qu'ils vont miser quand leur main justifie une mise. Et c'est clair que si jamais vous êtes confronté à des adversaires qui, lorsqu'ils check, c'est très souvent qu'ils ont l'intention de passer en check fold, alors misez systématiquement et évidemment justifié. On a ensuite le bet au OP qui va... Qu'est-ce qui signifie face à un continuation bet manqué? Ah ouais, c'est-à-dire s'il prend le check behind alors qu'il est à l'initiative, tu vas miser sur la street suivante dans 77% des cas lorsqu'il a pris le check behind sur le flop et dans 100% des cas lorsqu'il a pris le check behind turn. Donc cette dernière stat n'est possible que lorsque vous avez joué en check call sur le flop, checké sur le turn et il aura pris le check behind, ce qui fait que tu vas généralement avoir une certaine showdown value puisque tu as décidé de suivre sur le flop et donc tu décides de miser sur la river face à un éventail qui via son check behind turn s'annonce plutôt faible. Donc ça semble relativement justifié, rien à redire. En ce qui concerne le showdown, donc 38% de when to showdown, c'est quand même relativement faible. Et ça c'est pareil, ça va quand même pas mal dépendre des adversaires auxquels tu es confronté. Si on a 38% de when to showdown à une table où tous les adversaires ont 35%, alors on est le joueur qui va le plus souvent voir l'abattage, ce qui fait que 38% est bien élevé. En revanche, si on a 38% à une table où tous les adversaires ont 44, alors ça fait vraiment très peu, parce qu'on est alors le joueur qui voit le moins d'abattage à la table. Donc ouais, c'est une stat qu'il faut toujours considérer relativement à celle des adversaires. Or, au micro stakes, il est tout à fait envisageable que 38% soit standard et raisonnable. $1 when so flop, 51%. Ça semble concorder avec l'agressivité vraiment élevée. Mais bon, 51% de $1 when so flop, ça signifie que dans plus de 50% des cas, tu remportes le pot lorsque tu as vu le flop. Ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, j'aurais tendance à dire que ça atteste un peu du upswing dans lequel tu te trouves. Sans ces 51%, tu n'aurais pas cette stat de gain en haut. Et bon, j'aurais tendance à dire que sur le long terme, ça va être assez difficile pour la plupart des joueurs de maintenir une telle statistique. Bon, personnellement, j'ai également aux alentours de 50% sur le long terme, mais il y a pas mal de joueurs gagnants aux limites élevées qui se contentent de quelque chose tournant aux alentours de 40%. Il s'agit généralement de joueurs qui vont avoir un style nettement plus passif et solide que les joueurs qui font vraiment beaucoup de bluff. Parce que c'est vrai que pour avoir 50% comme ça, il faut vraiment être agressif. $1 at showdown, 50%, c'est relativement normal. Bon, lorsqu'on joue contre vraiment beaucoup de calling station, normalement cette stat devrait tout de même être un peu plus élevée. En particulier parce que tu te couches pas mal, c'est du moins ce que laisse penser tes stats d'agression. Bon, continuation bet, on a 98% sur le flop et 94% sur le turn. Ce qui est quand même vraiment
Bon, les 98% sur le flop, c'est tout à fait normal, mais 94% sur le turn, c'est vraiment trop élevé. Et on voit ensuite que tu as 86% sur la river, donc l'ensemble de ces stats de Contibet est quand même vraiment élevé. Bon, il est possible que ce soit une assez bonne chose, mais personnellement, je vais quand même plutôt tendre à vouloir réfléchir un petit peu lorsque je suis confronté à des adversaires qui vont pas facilement se laisser aller à se coucher. Donc, lorsqu'on est confronté à des joueurs à forte tendance calling station, je vais quand même régulièrement envisager d'opter pour un check behind sur le turn. Et ce, même avec des mains qui ont parfois un peu de showdown value, avec lesquelles on n'a pas vraiment envie de jouer en bet fold. Mais bon, là c'est peut-être un peu abstrait. Au cours de la session, on va peut-être avoir une ou deux situations qui va me permettre d'illustrer un peu ça. Ok, style dans un pool impé 93%. Ouais, bon, c'est ce que recommande bon nombre d'articles de Poker Strategy. Personnellement, au limite élevé, c'est quelque chose que je fais plus. Mais bon, les fiches, ils sont quand même nettement plus forts que les fiches des micro-limites. Bon, voilà pour les stats. Je vous propose maintenant de passer à la revue de session. On va revenir à la première main. On peut voir ces statistiques en six-handed. Du moins, je pense qu'il s'agit des stats six-handed. Donc on va revenir vite fait dessus. Donc on a d'abord VPIP, PFR, 3 bêtes, when to showdown, facteur d'agressivité, Conti-bet flop, Conti-bet turn, Conti-bet river, fall to flop bet, fall to turn bet, fall to river bet, euh, one showdown when raise flop, one showdown when raise turn, fall to flop raise, fall to turn raise, fall to river raise. Donc on peut revenir vite fait en détail, trop faible, un tout petit peu trop faible, mais ça va, 38 ça va, 4-4 trop élevé, ça va, trop élevé, également bien trop élevé, ça va, ça va, ça va, ça va, devrait être un peu plus élevé, mais bon, ça va dépendre un peu de la taille de base de données. Il n'y a tout simplement sans doute pas eu trop de spots de relance turn. Et les fall to raise sont tous les trois en principe un peu trop élevés. Bon, tout ça, je me rapporte au standard que je vous recommanderais d'avoir, mais il faut bien avoir en tête que les statistiques vont toujours un peu dépendre de la situation. Lorsqu'on cherche à exploiter des adversaires, on va généralement s'éloigner de la ligne optimale standard. Donc ça veut dire par exemple que ces statistiques élevées de fall to raise peuvent être tout à fait justifiées lorsque vous êtes confronté à des adversaires qui ne font quasiment jamais de relance de bluff et qui dans l'ensemble sont vraiment extrêmement passifs. Donc là on peut voir par exemple que l'un a un AF de 0,2, l'autre de 1,2, 0,9, 1,3 et 1,3. Ouais, au final, c'est pas si passif que ça. Je pense pas qu'on puisse affirmer que tous ces joueurs ne bluffent quasiment jamais. Et donc, je reste sur ma première impression que tes valeurs de fall to raise sont un peu trop élevées, mais ça va également être lié à tes continuation bets très élevés. Mais bon, si tu joues face à un joueur qui sait un peu ce qu'il fait, il va vraiment pouvoir bien t'exploiter, en particulier sur le fall to river raise, face auquel personnellement je te relancerai sur toutes les rivers jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Donc la vitesse à laquelle tu vas t'en rendre compte va dépendre d'un certain nombre de facteurs. C'est vrai que si tu joues sur assez peu de tables, tu vas sans doute t'apercevoir assez vite que l'adversaire est en train de t'exploiter. Mais si tu t'en rends pas compte bien vite, alors on a là un leak potentiel qui pourrait s'avérer assez coûteux. Voilà, je pense que c'est un petit truc à garder en tête. Mais pour l'instant, on va regarder un peu ce que les mains donnent. Bon, apparemment, ce sont deux tables différentes, ce qui est un peu dommage. Je mets 2 secondes en pause et je vais changer les options. Donc voilà, maintenant on a une seule table. Roi 6 au big blind face à un limp d'un fish qui a 78% des pipes et qui donc peut vraiment avoir un éventail extrêmement large. Bon, on peut tout à fait envisager de relancer directement au pré-flop, mais bon, il se couche assez peu sur le flop et sur le turn. Bon, on a quand même un avantage d'equity, même s'il est assez petit, face à son éventail de 80% pré-flop, d'autant qu'il fait 30% d'open race, ce qui fait qu'on peut partir du principe qu'avec les bonnes mains de son éventail, il va relancer plutôt que limper. Voilà, on peut voir au cutoff, il a 20% d'open race first in. Donc ouais, s'il a une main du genre As-Roi, il va sans doute relancer. C'est du moins ce que ses stats nous laissent à penser, donc on pourrait tout à fait relancer. Et là ouais, sur un tel tableau, évidemment on a un bet bet bet. Pas grand chose à redire. Voilà, 2-6, j'imagine que tu vas te coucher. Valet 6 suited également. Rien à redire au fold. Valet 7 pareil. Ok, open raise avec Roi-Dame. Pareil, c'est bon. Le conti-bet, ouais, on peut tout à fait opter pour un conti-bet. D'autant que Tim Toon semble être un tag bien nitty. On voit qu'il a des stats assez comparables aux tiennes. Donc on voit que comme toi, c'est un joueur qui essaye de bien jouer. Mais on remarque vraiment via les stats que vous êtes tous deux des débutants. Dans la mesure où les deux palettes de valeurs statistiques sont quand même encore bien loin d'être optimales. Et bien loin de ce qu'on pourrait être qualifié de bonnes stats. En revanche, c'est clair qu'elles sont bien plus proches des bonnes stats que ce que par exemple ce joueur-là ou ce joueur-là.
Ou bien, ouais bon, sur les deux joueurs là, on n'a pas vraiment de stats. Bon attends, les deux joueurs ont suivi sur le flop. Voilà, ça par exemple c'est un spot où il n'est pas vraiment facile de décider si on devrait faire un second barrel ou non. Contre Nine Itsuk, on peut partir du principe qu'on aura vraiment très peu de fold equity sur ce tableau. Il pourrait de temps en temps avoir un gutshot, il pourrait même avoir une paire, dans la mesure où c'est pas un joueur agressif, et donc ce serait pas un check raise systématique de sa part avec une paire. Ce qui fait que je vais partir du principe que son éventail va être, on va dire, moyen, et je vais pas souvent le voir se coucher, dans la mesure où, même avec des overcards, je pense qu'il suivra régulièrement. En ce qui concerne Tim Toon, la situation est un peu différente. Il se couche dans 56% des cas sur le flop. Je pense que s'il a une main comme 10-8 de cœur, il va pas avoir suivi sur le flop. Bon, c'est pas totalement exclu, mais ce sera pas systématique. Et donc contre lui, le second barrel n'est pas complètement hors de propos, enfin moins que contre Itsuk, parce qu'il s'agit d'un joueur qui avec des paires optera souvent pour un check raise sur le flop, même si jusqu'à présent, sur la base de données que tu as sur lui, il a encore fait aucun check raise sur le flop. Et je pense quand même qu'il ferait régulièrement un check raise avec une paire. Et donc ouais, c'est assez limite. Et je pense que je renoncerai sans doute au second barrel en raison de l'éventail de check call flop de Tim Toon qui va généralement être assez fort. Et du fait que je vais également partir du principe que Itsuk se couchera vraiment rarement sur le turn. Et lorsque tu mises sur le turn, tu te forces plus ou moins à miser encore une fois sur la river. Dans la mesure où arrivé sur la river, on a toujours un peu de fold equity. Et là bon, sur cette river, tu touches la carte parfaite. Et donc tu as un troisième bet évident. Mais concernant cette main, ouais, dans l'ensemble, on peut tout à fait envisager d'y faire 3 barrels. Mais c'est justement ce genre de spot qu'il est important de reconsidérer de manière un peu critique. Et de se demander, ok, est-ce qu'un check behind sur le turn ne serait pas une meilleure idée? Bon, à suite. Attends, voilà. À suite, il opte pour un open raise et est ensuite confronté à un 3 bet de la part de Itsuk depuis le big blind. Bon, son 3 bet a priori ne veut pas forcément dire grand chose. Et là, tu décides de relancer directement sur le flop. Hmm, ouais. Je crois que personnellement, j'opterais pas forcément pour une relance sur le flop, mais c'est quelque chose que je vais par principe pas volontiers faire dans de telles situations. Mais dans cette situation-là, en fait, je vais pas forcément trouver ça si mauvais, parce que ça va quand même dépendre des adversaires auxquels on est confronté. Et en l'occurrence, je pense pas qu'on ait affaire à un adversaire en mesure de coucher directement roi-dame ou une pocket pair après une simple relance de ta part sur le flop. Et puisque c'est un joueur qui va assez souvent te payer, la relance n'est sans doute pas si mal. Mais contre des adversaires plus tight, qui vont également faire moins de 3 bêtes pré-flop, je vais préférer un call flop, voire même un call down. L'adversaire donc sur le turn, et tu t'améliores sur la river et décides de te contenter d'un call. Bon, j'ai pas vu auparavant quelle était sa main, donc je peux te dire sans le savoir qu'a priori, je relancerai avec ma double paire sur la river face à ce joueur-là. La probabilité qu'il ait une couleur est relativement faible, du fait de l'As et la Dame de la couleur qui sont sur le tableau. Donc il faudrait qu'il ait Roi-Valet, Valet 10 ou éventuellement 19. Donc ça fait vraiment peu de combinaisons. Il est par ailleurs assez peu probable qu'il opte pour un donk sur le turn avec cette main. Donc je pense que le plus probable ça va être quelque chose comme Roi-Dame ou bien Dame-Valet ou peut-être quelque chose comme As-9. Donc ouais, je pense que je relancerai sans l'ombre d'un doute ici. Ouais, ou bien Dame-2. Enfin, quoi qu'il en soit, je veux dire, avec ta double paire face à son éventail, t'es vraiment en très bonne posture. Avec As-Dame, il aurait sans doute fait un 3 bet sur le flop, quoique c'est quand même un joueur bien passif. Mais bon, peu importe, je veux dire, c'est le type de joueurs qui sont tellement stupides dans leur approche du poker que je leur accorderai pas aussi facilement du crédit et ne renoncerai pas aussi vite à une relance sur la river. Et qu'est-ce que je fais s'il me fait un 3 bet? Évidemment, je vais faire un crying call. Ça, c'est une petite règle d'or, ne jamais faire un tough fold sur la river face à des donkeys. Attendez. Ok, on a bénéficié d'un flop gratuit. J'arrête pas de cliquer à côté, je suis désolé. Ok, ici le bet me semble tout à fait justifié, puisque contre son éventail de limp, on a un avantage d'equity évident, et donc on opte pour une mise, c'est logique, et on ne va pour le moment pas respecter sa relance sur le flop. C'est pareil, c'est correct. A priori, la plupart de ses mains contenant un as devraient être relancées pré-flop. Enfin, du moins en principe, c'est possible qu'il joue un peu de manière inversée, dans la mesure où on a vu que dans son éventail de 3 bêtes, il a dame de offsuit, mais je trouve quand même le call down tout à fait correct. Et là, il prend le check behind et il a un peu n'importe quoi en main. Ce qui était tout à fait envisageable, en particulier parce qu'il est extrêmement passif. Ce qui fait que s'il avait une main comme As-9, c'est pas vraiment le type de joueur qui la relancerait pour la value. Et donc ces relances vont être des bluffs la plupart du temps. Donc voilà, ça a permis de remporter une petite main en situation de free play, donc de flop gratuit.
ce qui est toujours assez sympathique. Voilà, le fold avec 19 suited, je trouve que c'est tout à fait correct. À des limites plus élevées, c'est une main avec laquelle on opte volontiers pour un 3-bet. Et là, en l'occurrence, lorsqu'on est au button et qu'il y a un énorme fiche au big blind, on peut également envisager un cold call. Mais c'est vraiment quelque chose avec lequel il convient d'être extrêmement prudent parce qu'on a un open raiser bien tight au cutoff. Ou du moins, c'est l'impression qu'il donne sur les quelques mains qu'on a dans la base de données. Mais bon, il y a le fiche au big blind. On va donc avoir soit 2 ou 3 adversaires, auquel cas 19 suited est une main qui se joue assez bien, mais un fold reste quand même une approche un peu plus sûre, on n'a encore rien investi, et donc ça me pose vraiment aucun problème de coucher 19 suited ici. Bon, c'est pareil, les folds sont ok. Ouais, là par contre le valet 8, contre ce fiche, je trouve jamais un fold depuis le big blind. C'est vraiment une main qui est beaucoup trop forte pour la coucher dans cette situation. On a pu voir qu'il a des mains comme Dame 2 offsuit dans son éventail. Et là, si jamais tu touches quelque chose avec ton valet 8, c'est un joueur qui va toujours te payer. Donc la question n'est pas uniquement est-ce que tu as un edge d'equity ou pas, mais tu as déjà investi un small bet, et donc tu as une cote de 3,5 contre 1. C'est-à-dire qu'en théorie, si on était all-in sur le flop, on aurait besoin de 22% d'equity pour justifier un call. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir avec valet 8 contre presque tous les open raise. Mais il se trouve qu'en plus, contre ce joueur-là, on a également un gros avantage d'equity post-flop. Et personnellement, c'est même le genre de spot que je vais chercher à avoir face à ce genre de joueur. Et donc, contre lui, lorsqu'il fait un open raise et qu'on est heads up, je vais défendre de manière extrêmement loose mon big blind. Tu veux jouer un maximum de mains face à ce joueur. Et il se trouve que valet 8 est une main tout à fait jouable lorsque tu as déjà investi de l'argent. Tu vas de temps en temps toucher un tirage quinte. Tu vas régulièrement toucher une bonne paire. Bon, certes, tu n'auras pas toujours top pair comme c'est le cas lorsqu'on a As-Roi, mais c'est toujours mieux qu'une main comme 4-5 avec laquelle on aura presque toujours bottom pair. Non, avec Valet 8, on aura souvent une middle pair, ce qui est largement suffisant face à ce joueur-là, dans la mesure où il fait vraiment n'importe quoi. Donc ouais, Valet 8, je la couche pas. Valet 2, je trouverais un fold, parce qu'elle est moins forte. Il est beaucoup plus difficile de toucher une quinte. Donc dans l'ensemble, c'est une main beaucoup moins jouable, mais Valet 8, c'est largement suffisant pour un call. Donc là, le roi Valet, open raise évident, et Conti bet évident. Et là, avec 10-10, le cap, bon, ce qui plaide en faveur du cap, c'est que tu as évidemment un edge face à It's UK. En revanche, contre Triple Vision, c'est un peu plus limite. Il a 23-15 avec 13,3 de 3 bêtes sur 40 mains. Bon, c'est pas énorme, donc on peut pas encore vraiment évaluer de manière pertinente sa tightness. Bon, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais tout à fait également trouver un call avec 10-10. Après tout, le 3 bet provient de MP3. Mais bon, un cap n'est pas non plus une erreur. Ah, pourquoi j'arrête pas de faire des erreurs de clic là? Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est qu'un call est tout à fait justifié également. Tu vas pouvoir jouer en check raise sur bon nombre de bons tableaux. Et ton equity sur le flop, bah en fait, les mains comme 10-10, 9-9 et éventuellement Valet-Valet aussi, sont des mains qui, certes, ne se débrouillent pas trop mal pré-flop, mais dans un pot multi-way, ton equity n'est pas si excellente que ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder avec l'aide de l'Equilator. Mais ce qui est surtout intéressant avec ces mains, et c'est quelque chose que j'ai décrit dans l'article Diamant, le check behind sur le flop, c'est un phénomène qu'on appelle l'equity shift. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'avec une main comme 10-10, dans un pot à 3, ton equity pré-flop va aller entre 33 et 40%. Donc là, avec l'éventail extrêmement large de It's UK, ça va sans doute être plutôt du côté des 40%, ce qui est vraiment tout à fait correct dans un pot multi-way, et fait que le cap est en soi EV+. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce serait pas quand même préférable d'attendre pour pouvoir faire des check raise sur les bons tableaux sur le flop, tandis que sur des flops comme As Roi Dame, on peut éventuellement décider de directement abandonner la main en passant en check fold, si par exemple il y en a un qui mise et l'autre qui relance. Et ouais, la pocket de 10 et dans une moindre mesure de 9 et de valet, est vraiment la main qui se situe à la limite entre les mains très fortes et les mains plus spéculatives, avec laquelle je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'attendre le flop pour voir si le flop y est favorable ou pas. Donc là par exemple on a un assez bon flop, il y a seulement une overcard, qui est une des overcards les plus inoffensives. Un as ou un roi serait beaucoup plus dangereux. Et bon, il y a encore des meilleurs tableaux, comme par exemple 4-4-7, ce serait vraiment le flop parfait pour une pocket de 10. L'avantage de call le 3 bet et d'attendre le flop pour prendre sa décision, c'est qu'une fois qu'on a vu le flop, on peut beaucoup plus facilement évaluer l'equity réel de notre main. Et si on attend un flop favorable pour relancer, on fait au final rentrer le même montant dans le pot, mais on le fait avec un avantage d'equity beaucoup plus important. Donc si on opte pour un cap pré-flop
et un Conti bet flop et que les deux joueurs suivent à chaque fois, on aura fait rentrer 2,5 BB par joueur. Et si on se contente de suivre le 3 bet préflop et de faire un check raise sur des tableaux favorables à notre pocket pair, et que les deux joueurs suivent à chaque fois, on aura au final fait rentrer exactement les mêmes 2,5 BB, sauf que dans le premier scénario, on aura fait rentrer 2 BB avec 40% d'equity et seulement 0,5 avec les, mettons, 70-80% d'equity. Et dans le scénario 2, on aura fait rentrer une plus grosse partie de l'argent en ayant 70-80% d'equity. Et on a là l'avantage que si jamais on a un mauvais tableau pour notre main, on va pouvoir limiter les pertes, soit en passant en check call, soit parfois en check fold lorsque la situation s'y prête. Voilà, il est important de ne pas trop surévaluer la force de 10-10, c'est vraiment une bonne main, mais dans un pot multi-way, elle est quand même un peu menacée, d'autant que tu auras presque toujours une overcard sur le tableau. Voilà, et la même chose s'applique à peu près pour pocket de valet et de 9. Donc là, après la relance et le call-call, ouais, le call c'est vraiment le maximum, tu peux pas relancer, je pense. Bon, là, il reste quand même quelques tirages possibles, même si je vais régulièrement partir du principe que t'es battu. Et je pense que s'il avait placé un troisième barrel, il aurait eu des chances de te pousser à te coucher parce que ça devient quand même assez peu probable qu'il fasse 3 barrettes de bluff comme ça. Bon là j'ai déjà vu tout à l'heure qu'il avait As-Roi à cœur. Je suis vraiment pas certain de la raison pour laquelle il a décidé de miser à nouveau sur le turn. Bon c'est pas si mauvais que ça en termes d'equity, mais il peut pas vraiment partir du principe qu'il aura une grosse fold equity face à ton éventail. Et si jamais il décide de miser sur le turn, alors je pense qu'il est plus ou moins tenu de miser à nouveau sur la river. Mais bon, je pense qu'à sa place, j'aurais relancé sur le flop et j'aurais ensuite pris le check behind sur le turn, en espérant que le troisième joueur prenne également le check behind, m'offrant ainsi une carte gratuite. Et bon, tout ça ne s'est pas trop mal passé pour toi. Si t'avais fait le check raise sur le flop plutôt, t'aurais sans doute eu à peu près le même résultat, voire même généré un peu plus de gains en cas de call down adverse, parce que t'aurais alors eu la possibilité de miser également sur la river, étant donné que t'aurais mieux pu évaluer les éventails adverses. Donc là, tu as encore touché une paire, tu mises à nouveau, rien à redire. Là, on peut se demander si c'est justifié de miser à nouveau sur le turn. Il s'agit quand même d'une très mauvaise carte qui pourrait bien améliorer son éventail un peu pourri. Mais bon, puisqu'il suit vraiment tout et n'importe quoi sur le flop, ton second barrel n'est sans doute pas une erreur. Et là, arrivé sur la river, ça devient beaucoup plus facile. Bon, ça va sans doute être encore un fold. Et As-Valet, en revanche, sans doute pas. Et là, on a exactement ce genre de spot où je trouve qu'on peut tout à fait prendre le check behind sur le turn. Une mise ne t'apporte quasiment rien. D'une part, l'adversaire ne va jamais coucher une meilleure main. Ça, c'est vraiment clair et net. Les meilleures mains qu'il pourra avoir, c'est As-Dame ou une paire. Et il est assez peu probable qu'il ait As-Dame ou As-Roi. Je préflop, mais par ailleurs, je pense pas qu'il la coucherait de toute façon. Et il va jamais se coucher avec une paire. Et il est par ailleurs tellement passif qu'il ne fera pas de check raise avec une paire. Et ça c'est vraiment important de le garder en tête. Son éventail de check call ne va pas être que Roi 5, Roi 4 et Roi 2 et Valet 6, etc. Non, son éventail de check call va contenir tous les 7, tous les 3, énormément de 10, tous les 9. Et face à son éventail, ton equity n'est plus de 50%. Et même si elle est de plus de 50%, il va être plus intéressant pour toi d'opter pour un check behind et d'essayer de provoquer un bluff sur la river de sa part. Parce que les seules mains qu'il couchera ici, c'est les mains vraiment pourries. Ce qui fait que s'il a une main comme Dame 2, il est plus intéressant de lui donner une carte gratuite et d'espérer qu'il fasse une mise de bluff sur la river plutôt que, plutôt que de miser ici. Parce que tu joues au final contre l'éventail adverse. Et là, tu as vraiment un tableau parfait. Tu as même encore un petit tirage pour accompagner le tout. Tu as des overcards, tu as un gutshot. Ce qui fait qu'il y a encore un peu moins de cartes à même de te poser problème sur la river. Bon, je me suis permis de parler avant parce que je sais que tu vas, avec tes 98% de Conti bet turn, que tu vas mettre un second barrel. Et là, arrivé sur la river, il faut opter pour un check behind. L'adversaire ne va pas coucher une meilleure main et t'as pas non plus vraiment de value bet parce que l'adversaire ne suivra pas forcément avec As-X. Donc là, le bet river est encore moins bon que le bet turn, qui lui n'était à mon goût déjà pas correct. Je pense que c'est important et que c'est vraiment une bonne chose que je revienne sur ce genre d'éléments de manière vraiment explicite pour illustrer un peu justement ce dont j'avais parlé avant concernant ton comportement de Contibet. Ouais, cette main, rien à dire, le cap sur le flop est tout à fait correct. Waouh, là il commence vraiment à péter les plombs. Alors personnellement, je pense que j'aurais même opté pour un 3 bet parce que là t'es vraiment confronté à un gros donkey qui est sans doute en mesure de jouer ainsi avec un tirage couleur, voire même avec un bluff pur, avec lequel il serait même en mesure d'opter pour un cap. Il semble être un peu en tilt, c'est pourquoi j'aurais pas été contre un 3 bet sur le turn.
Et ouais, il avait As-Dame et c'est vraiment le genre de main avec lesquelles il est capable de surjouer. Mais bon, j'avoue que le 3 bet turn était quand même un peu limite. On peut voir ici qu'il n'était pas sur un bluff, mais qu'il a à ses yeux relancé pour la value. Donc ouais, le call sur le turn n'est pas non plus vraiment une erreur. Ah, par contre ça, non. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème que de temps en temps il faut savoir attaquer dans des pots limpés. Mais là, essaye de vraiment de regarder ça d'un œil objectif. T'es confronté à 4 adversaires qui vont tous bénéficier d'une super cote pour suivre et qui ont tous un éventail de limp. Et donc je vais te demander à quoi ressemble un éventail de limp. Ça va être composé de beaucoup de connecteurs, des mains comme Valet 10, 18, 9-7, 6-7, 6-5. Il y a également des petites pocket pairs, etc., etc. Ce que j'essaie de démontrer par là, c'est qu'il y a énormément de mains dans les éventails adverses qui vont vouloir continuer à jouer sur ce flop. Toi, de ton côté, tu n'as absolument rien. Il y a vraiment quasiment aucune moins bonne main, en termes de jouabilité du moins, mais même en termes d'equity. As-2 c'est vraiment mauvais. Les seules choses que tu peux espérer sont des runner-runner, comme par exemple un 2 sur le turn et un deuxième 2 sur la river. Runner-runner d'As, et même runner-runner As, c'est pas si terrible que ça, parce que tu auras encore souvent un problème de kicker, ou bien une couleur backdoor, ou bien un 3 et un 5. Voilà, c'est les seuls scénarios qui me satisferont. Et je pense que c'est clair pour tout le monde que ça va être assez rare que ces mains-là se réalisent parce qu'il ne s'agit que de backdoor, donc de mains qui vont exiger une bonne carte sur le turn et une bonne carte sur la river. Donc je te conseille de ne jamais faire ce genre de mise. C'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Vraiment là tu jettes 10 centimes par la fenêtre quoi. Honnêtement, la probabilité que tous les adversaires se couchent doit tourner aux alentours de 1%. Bon, j'espère que je me suis pas non plus trop avancé, mais je vais partir du principe que tous suivent. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment un tableau sur lequel chaque joueur aura un petit quelque chose. Donc investir de... Ah non, mais là tu te couches en plus. Ça va vraiment pas du tout. Là t'as une cote de 11 contre 1. Là t'as enfin la bonne cote pour pouvoir jouer juste pour tes backdoors. Rien qu'avec ton tirage couleur backdoor, t'as 4% d'equity. Rien qu'avec le backdoor, hein. Mais là t'as également peut-être qu'un as te permettra d'être en tête. Ou bien backdoor double paire. Ou bien brelan backdoor. Donc c'est largement suffisant pour continuer à jouer ta main. Surtout que ta cote virtuelle, elle est encore meilleure que 11 contre 1, puisqu'il reste les 3 jours à parler, et que s'il commence pas à péter les plombs, à faire un limp 3 bêtes ou ce genre de choses, enfin call 3 bêtes je veux dire, alors ils vont tous suivre la relance du button, auquel cas notre cote du pot ne sera plus de 11 contre 1, mais de 12, 13, 14 contre 1. Ce qui fait qu'il te faudra une equity de... je sais pas, peut-être, je sais pas, 7. Bon, franchement, là, ça me vient pas tout de suite à l'esprit. Quoi qu'il en soit, ça va être encore inférieur aux 8% actuels, donc ouais, 7%, que sais-je. C'est pas très important. Ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment une excellente cote du pot. Et donc, tu as besoin vraiment d'une toute petite equity pour pouvoir justifier un call. Et c'est clair que tu l'as, cette equity-là. Donc là, tu es vraiment quasiment obligé d'aller jeter un œil au turn. Et ouah, lui, c'est encore pire, la triple vision. Ce qui fait, il suit quand toi tu mises, alors qu'il reste encore 23 joueurs à parler derrière lui. Et il se couche ensuite, alors que le dernier joueur a relancé. Bon, enfin bon, d'accord. Ce que je voulais dire vraiment, ce qui me semblait important, c'est vraiment ne fais jamais de donk bet de bluff quand il reste 4 joueurs à parler derrière toi et que tu es sur un tableau où tu n'as aucune full equity. Bon, admettons qu'il y ait plutôt un tableau comme 4-4 As et toi tu as une main comme 6-5 avec un tirage couleur backdoor. Alors dans ce cas-là, je te dirais, ok, ça reste encore très optimiste de miser parce que tes adversaires semblent quand même être d'assez belles calling station. Mais ce sera au moins un flop sur lequel tu auras un peu de full equity parce que le tableau est assez clair, ce qui fait qu'il y aura assez peu de combinaisons dans les éventails adverses avec lesquels ils auront vraiment une main leur permettant de suivre. Mais là sur ce tableau là, il y a vraiment une multitude de combinaisons qui vont donner aux adversaires ne serait-ce qu'un gutshot. Et ici, un gutshot, ils vont pas le coucher. Et ils vont pas non plus se coucher avec les other cards. Et de toute façon, pas avec les paires. Et donc ouais, si tu fais le calcul, ben ils se couchent jamais quoi. Bon, je vais arrêter de m'acharner sur cette main. J'espère que ce que j'ai essayé d'expliquer est maintenant clair. Bon, en revanche, on va regarder comment la main finit, ça m'intéresse. Donc sur le turn bet call call. Oh, on aurait touché bottom pair. Donc tu vois là, il y a un 7, une top pair et absolument rien. Bon, de toute façon, lui, c'est clair que c'est l'idiot du village. Encore plus que Galoa Assassino, là. C'est-à-dire quoi ça? C'est pas Gallo, ça veut pas dire le coq, un truc comme ça. J'ai des petites connaissances d'espagnol, mais je crois que ça va pas suffire. Enfin bref. On va s'arrêter là pour la première session. J'espère que ça a été intéressant pour vous et que vous avez peut-être pu apprendre quelques petites choses.
Je vais sortir une deuxième partie la semaine prochaine a priori. Donc j'espère que ça vous a plu. Je remercie Jamiero de m'avoir donné ces quelques mains. Essayez de rester clément et aimable dans vos commentaires. Il s'agit somme toute d'un joueur bien gagnant à ses limites et je pense que c'est sans doute le meilleur joueur de la table. Quoique les deux autres à sa droite doivent pas être mal non plus. En termes de stats, j'aurais presque tendance à dire que Tim Toon était le meilleur. Mais bon, c'est un peu dur de dire ça comme ça de but en blanc. En tout cas, je suis assez curieux de voir quelles sont les autres mains que tu m'as livrées. J'espère que c'est également le cas pour les autres spectateurs. Pour ceux d'entre vous qui ont aimé cette vidéo, je ne peux que vous recommander d'essayer d'atteindre tôt ou tard le statut diamant, ou au moins platine ou gold, parce que c'est là que la plus grosse partie du content que j'ai produit se trouve, pour tous les joueurs Fix Limit de la communauté. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À très bientôt et bonne chance aux tables.